Bien le bonjour les Inxeos et vous êtes sur Os Comics. C'est aujourd'hui dans cette petite pause café qu'on va essayer de faire courte et efficace. Je voulais vous parler de ça, Batman des ombres dans la nuit. C'est publié chez Urban dans la collection DC Essentiel. Ça coûte 35 balles, il y a 368 pages et c'est relativement bon. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Batman des ombres dans la nuit, c'est scénarisé par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. Vous connaissez ce couple d'artistes, hein, bien évidemment, puisqu'ils sont à l'origine du plus grand récit sur Batman, le récit le plus culte, celui qui est toujours conseillé sur YouTube aux débutants, Batman un long Halloween, et bien évidemment sa suite Amère Victoire. Et donc des ombres dans la nuit, ça a été édité à peu près à la même époque chez Urban. C'est juste que celui-ci est passé beaucoup plus inaperçu que les deux précédents. On en parle beaucoup moins de celui-ci. D'ailleurs, quand vous allez chez votre libraire ou même à Cultura, enfin bref, quand vous allez acheter vos bouquins, et ben vous remarquerez que celui-ci, généralement, il n'est pas dans les rayons. Alors que vous trouverez sans difficulté un long Halloween et un Amère Victoire. Celui-ci, c'est plus compliqué à trouver. Un bouquin qui est divisé en deux parties que vous voyez là. Au niveau des pages, vous voyez, il y a des pages noires et des pages blanches en fait. Donc on voit bien la distinction des deux grosses parties qui composent ce bouquin. La première partie est elle-même sous-divisée en trois récits concernant Batman à Gotham. Et la deuxième partie, la partie blanche, la deuxième grosse moitié du livre, quant à elle, consiste à un récit unique qui lui est concentré sur Catwoman. On va parler déjà donc des trois premiers récits qui s'appellent Peur, Folie et Spectre dans l'ordre. Hop, tac tac, et je vais vous présenter un petit peu le livre dans ses visuels. Vous voyez, premier récit, c'est pas des chapitres pour le coup, c'est des histoires qui sont indépendantes les unes les autres. On peut les lire comme ça sans avoir à lire quoi que ce soit d'autre, hein. En fait, c'est débarrassé de toute continuité, voilà. C'est lire du Batman comme on regarderait un dessin animé de Bruce Timm, d'ailleurs, pour le coup. Pourquoi est-ce que je parle du dessin animé de Bruce Timm ? Parce que ça a été écrit au milieu des années 90. Et le dessin animé de Bruce Timm, inspiré par les films de Tim Burton, était en vogue, hein. C'était à la mode et il cartonnait. Et donc du coup, on sent vraiment l'inspiration de ce dessin animé. En fait, on sent l'inspiration du Tim Burton-verse. Tim, T-I-2-M de Bruce Timm, et Burton de Tim Burton. Et pourquoi est-ce que je rassemble Tim Burton et Bruce Timm en un seul univers, puisque j'ai dit le Tim Burton-verse ? Eh bien parce que clairement le dessin animé de Bruce Timm, c'est l'adaptation pour les gamins des films de Burton, hein. Voilà, c'est les mêmes voix, c'est les mêmes personnages, à quelques exceptions près. On est vraiment dans le même univers, hein. Même la musique de Danny Elfman est reprise par Shirley Walker pour les besoins du dessin animé. Mais voilà, pour moi, c'est... D'ailleurs, quand on a les gens de ma génération qui ont grandi avec le dessin animé, ils ont grandi aussi avec les deux films de Tim Burton à la même époque. Ça faisait partie du même délire, voilà. Et donc, ça cartonnait Batman à cette époque-là grâce au film de 89, au film de 92 et au dessin animé de Bruce Timm et Paul Dini. Et du coup, tu sens clairement l'inspiration ici dans les récits de Jeff Loeb et Tim Sale. Si vous avez lu le long Halloween et Amère Victoire, vous savez de quoi je veux parler. Je veux parler de cette iconographie très marquée au niveau de Gotham. C'est-à-dire, là je vous ai montré Gotham. On a une Gotham très gothique, vraiment, avec une identité visuelle prononcée, comme dans les films de Tim Burton. Et vous allez me dire, oui, c'est Gotham, connard. Sauf que Gotham, elle n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des récits où Gotham, on ne la voit pas... elle n'est pas présentée de la même manière. Elle ressemblerait plus à une ville moderne, genre New York, quelque chose de très classique. Alors que là, on est vraiment dans une ville avec des gargouilles, avec des tours, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, des cathédrales noires. Enfin, voilà. On se croirait presque à Dijon, quelque part, hein. Enfin voilà, c'est ce côté très vieille ville européenne qui caractérisait les villes du début du siècle dernier aux États-Unis. Bref, donc une iconographie très marquée, voilà. Et Tim Sale, c'est un dessinateur que je ne supporte pas sur les autres univers que le Batverse, mais par contre sur le Batverse, il me séduit à chaque fois parce que, en fait, Tim Sale, c'est quelqu'un qui arrive à saisir justement toute l'essence du Batverse.
Et quand je vous disais qu'il y a une iconographie très marquée dans les récits de Jeff Loeb et Tim Sale, je parle de Gotham, avec cette Gotham, comme j'expliquais, dans les cathédrales, il y a des chauves-souris dans la ville. Mais je parle également des bad guys, des ennemis. Je vais vous montrer par exemple l'épouvantail. Il est là l'épouvantail, regardez. Avec son masque, avec son chapeau. On est dans quelque chose qui est presque fantaisiste, très fantastique en fait. Et c'est ça que j'adore quand je lis du Tim Sale et du Jeff Loeb, que ce soit un Long Halloween ou Amère Victoire ou celui-ci, et ben c'est que les ennemis de Batman, ils ont de la gueule en fait. Le monde de Batman a la gueule. Il y a, on est presque dans le cartoon, on est dans le dessin animé, mais c'est très fort en identité, c'est très fort visuellement. Le Joker a un sourire vraiment marqué avec des dents qui font 35 cm de long. Et le Chapelier Fou est un petit homme ventru avec vraiment pour le coup un vrai chapeau haute forme. Enfin voilà, on n'est pas dans un délire réaliste qui nuirait à ce qu'est l'essence de Batman. L'épouvantail vraiment avec ses doigts arthritiques, ses longs doigts crochus. Enfin, tu vois sa silhouette qui se détache dans la nuit comme ça, très menaçante. Le pingouin, je vais essayer de vous... Oh, regardez le pingouin. Regardez le pingouin. Vous voyez, c'est pas le pingouin qu'on risque d'avoir dans le prochain film Batman, c'est pas le pingouin de la série Gotham, c'est presque le pingouin de Tim Burton et de Bruce Timm. Hein. Petit, ventru, le nez crochu, aquilin et le monocle, le parapluie qui l'accompagne, voilà. Et c'est ça que j'adore quand j'ai du Tim Sale, c'est que c'est très iconographique, et Tim Sale, mais sur Batman, mais c'est un dieu, clairement. C'est magnifique, quoi. D'ailleurs, si vous êtes un nouveau venu, lisez Un Long Halloween, c'est la meilleure porte d'entrée dans l'univers d'ici. Regardez cette ambiance. Si ça, vous me dites que c'est pas du Tim Burton, les mecs, on se croirait dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, là. Tu vois, c'est magnifique, quoi. Donc voilà. Pour les 3 premières histoires, qui sont des histoires relativement courtes et qui se savourent comme on savourait un bon épisode du dessin animé de Bruce Timm, je le répète. Ensuite, nous avons donc la deuxième partie qui, elle, se consacre uniquement à Catwoman, mon personnage préféré du Batverse. Catwoman, Selina Kyle, donc qui retrouve son costume violet qu'elle avait dans Un Long Halloween et Amère Victoire. Alors pour la petite info, les 3 premiers récits dont je vous ai parlé, avec le Chapelier Fou et l'épouvantail, c'est vrai, on pourrait considérer ça comme des essais en fait, avant le coup de maître. C'est-à-dire que c'est paru quelques années avant, dans les années 93 à 96, je crois que c'était marqué là-dessus. 93 à 96, les 3 petits récits là, dont je vous ai parlé. Donc c'est pas Un Long Halloween date de 96. Donc entre gros, on pourrait considérer que c'était des coups d'essai. Voilà. C'était du pré-long Halloween. Et après, on a eu le chef-d'œuvre qui est Un Long Halloween. Tu vois, ils se sont essayés, ils ont fait 3 petites histoires comme ça. Et déjà, on comprenait que ils avaient beaucoup d'intérêt, Jeff Loeb et Tim Sale, pour les personnages hauts en couleur, hauts en identité du Batverse. Un épouvantail, le Joker, bien évidemment, le pingouin. Voilà, on parle pas forcément de l'homme. On parle vraiment de méchants qui ont vraiment une identité forte, des caractéristiques fortes, très cartoonesques presque. Hop. Donc ça, c'était les coups d'essai avant le Long Halloween, voilà. Et puis donc l'arc dont je suis en train de vous parler, là, donc avec Catwoman, hein, When in Rome, en VO, en VF ça a été traduit par Catwoman à Rome, nous présente donc, regardez c'est magnifique. Au niveau des couleurs, il y a un truc qui se passe là, je vous remonte la même page, hein, je suis désolé, mais c'est juste sublime quoi. D'ailleurs le procédé artistique qui est utilisé pour cet arc, notamment pour le début de l'arc là, avec ses couleurs très chaudes, il est expliqué par l'artiste en question, par Tim Sale, à la fin du bouquin, grâce à un magnifique travail éditorial de Urban, qui nous a retranscrit une petite interview de Tim Sale, qui nous explique comment il procède pour ancrer, pour coloriser tout ça, enfin voilà, pour dessiner bien évidemment. Donc ça c'est vraiment le petit plus qui fait plaisir avec les éditions Urban. Regardez ce double face. Donc When in Rome, ça nous raconte Catwoman qui part à Rome, hein, c'est le nom du bouquin. Catwoman, Selina Kyle pour le coup, qui part à Rome pour enquêter. Alors pendant tout le long de l'histoire, on ne sait pas ce qu'elle va foutre là-bas.
Elle est liée à des affaires, enfin elle est liée à des familles mafieuses, hein, c'est pour ça qu'elle va à Rome forcément. Catwoman est souvent liée à des histoires de mafia dans ses récits, hein. Très très souvent. Et donc du coup elle va à Rome pour enquêter sur une famille mafieuse, la fameuse famille mafieuse de Carmine Falcone, qui je crois est mort dans un long Halloween, hein. Ça fait un bout de temps que j'ai pas lu un long Halloween. Vous savez que Amère Victoire est la suite de un long Halloween, la suite directe, et ben entre temps, il y a ça, voilà. Il y a When in Rome. When in Rome, c'est un spin-off à Amère Victoire. Ça nous raconte l'épopée de Catwoman à Rome pendant les événements d'Amère Victoire. Voilà. Et en fait, on saura juste à la toute fin de l'arc pourquoi est-ce qu'elle a fait ce déplacement, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce voyage, Selina, dans quel but. On le comprendra à la toute fin de l'arc. Voilà. C'était très divertissant. Je parle pour l'ensemble de l'œuvre, hein. Je parle pas seulement pour la deuxième partie, donc l'arc avec Catwoman, je parle pour tout le bouquin. C'était une lecture divertissante, voilà, très légère, ça se prend pas la tête, c'est quelque chose que je conseillerais presque aux débutants, pour le coup. Et enfin oui, que je conseille carrément aux débutants en fait, hein, parce que c'est débarrassé de toute continuité, comme j'expliquais, t'as pas besoin de lire quoi que ce soit. Bon, le mieux ce serait quand même de lire ça juste après avoir lu Un long Halloween et Amère Victoire, voilà. C'est du complément, voilà. Faut pas lire ça avant, faut lire ça après, c'est du complément, voilà. Faut déjà commencer par le chef-d'œuvre, hein. Parce que ça, vu que c'est légèrement moins bon, enfin c'est même moins bon tout court que les deux je vous ai cités, Un long Halloween et Amère Victoire, clairement ça tient pas la comparaison, c'est très bien, mais Un long Halloween et Amère Victoire, c'est au-dessus c'est le soleil, comme dirait l'autre. Et donc du coup, vu que ça tient pas la comparaison, que c'est pas aussi bien, si vous commencez par ça en tant que nouveau lecteur, vous allez vous dire, ouais bof, c'est bien, mais sans plus quoi. Alors qu'un long Halloween, si vous commencez par un long Halloween, wow, bah, tu prends ta gifle quoi. Et ouais, vous avez remarqué, hein, Cheetah, personnage enfin ennemi de Wonder Woman à la base, hein. Et j'ai trouvé ça super, l'idée de faire s'affronter Selina Kyle, ma petite préférée, à Cheetah, qui est un peu son homologue féline. Voilà, et on remarque toujours que Tim Sale, quand il bosse sur du Badverse, c'est maîtrisé. Mais c'est... Et un travail éditorial de grande qualité, comme j'expliquais, avec l'explication du procédé artistique au niveau de l'ancrage, de la colorisation, des petites couvertures alternatives ici de Tim Sale. Hop, je vous en montre quelques-unes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Une lecture relativement... une lecture popcorn, ça se prend pas la tête, ça se lit relativement vite. Il y a 368 pages, mais ça se lit... j'ai dû lire ça en deux soirs, hein, sachant que je lis pas beaucoup le soir. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal avec la caractérisation du Riddler durant l'arc When in Rome. Le Riddler, je l'ai trouvé un peu what. Je me suis dit, mais c'est le Riddler ça ou... Qu'est-ce qu'ils ont fait de la ministère quoi. Regarde, on dirait un abo là. Il est là le Riddler. C'est un abo qui fait office de comic relief. Mais même pire que ça, c'est même plus qu'un comic relief. C'est un mec stupide en fait. Tu vois. Il est complètement con. T'as l'impression que c'est un lutin de dessin animé. C'est un abo. Il fait que des conneries. Et en fait, il accompagne Catwoman dans son voyage. C'est pour ça qu'il est là. Voilà, il accompagne Selina Kyle dans son voyage à Rome. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec cette caractérisation du personnage. Mais vers la fin, il y a un truc qui fait que, en fait, ben tu kiffes. Voilà. Je peux pas en dire plus, sinon après c'est de la révélation. Et là, je me suis dit, ok, je préfère ça. Voilà. Bref, un peu de mal aussi avec la sursexualisation de Selina Kyle, hein. Je vous ai peut-être pas montré les bonnes pages, mais il faut savoir qu'il y a énormément, trop à mon goût, de passages où Selina est dévêtue et où on met en avant ses formes généreuses. Et non pas que ce soit moche. Voilà. Exemple, quand je vous disais beaucoup de mal avec la caractérisation du Riddler, ici, regardez. Là, c'est vraiment, pour le coup... Voilà, quand je vous disais que Selina Kyle... Et des cases comme ça, il n'y en a pas qu'une, hein. Ah là, si vous voulez vous rincer l'œil sur des beaux personnages de comics, là, il y en a une chier, hein, regardez. Alors oui, elle est belle, elle est bonne. On va faire le gros beauf. Elle est bonne, Catwoman. Mais j'ai pas envie de le voir en fait, je m'en bats les couilles. Moi je kiffe Catwoman, c'est pas pour ça, tu vois, j'ai pas envie qu'on m'expose
sa poitrine, son 95 E ou G ou je sais pas quelle lettre de l'alphabet. Il y aura peut-être même pas assez de lettres de l'alphabet là, tu vois. Enfin bref, j'ai pas envie de voir ça, je m'en bats les couilles. Moi je lis une histoire de Catwoman, c'est pas pour avoir une gonzesse qui arrive pas à passer dans les portes, tu vois. C'est Catwoman, faut qu'elle se faufile dans des conduits d'aération, la gonzesse. Comment elle fait au bout d'un moment si Donc voilà, j'ai du mal avec la sursexualisation de Selina Kyle ici, j'ai du mal avec la caractérisation du Riddler, ce qui fait que, bon, la caractérisation du Riddler, comme j'expliquais, il faut voir vers la fin comment ça se passe, hein, parce que c'est pas si simple que ça en a l'air. Mais voilà, du coup, il y a des petits trucs comme ça qui m'ont fait un peu décrocher. Et puis au final, la révélation de pourquoi est-ce qu'elle est à Rome, pourquoi est-ce qu'elle enquête, la révélation est ultra intéressante, mais ça retombe très vite à l'eau, je trouve. En fait, c'est waouh, et en fait, la page d'après, t'en as plus rien à foutre. Et le bouquin se termine et t'en as rien à foutre, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vite oubliable, en fait. C'est vite oubliable, mais ça reste une très bonne lecture pour j'ai plus le de divertissement, voilà, tout simplement. Très bonne lecture le soir quand t'as pas envie de te prendre la tête. Batman, des ombres dans la nuit, je vous le conseille. Ciao les amis.